Le débat africain, Alain Foucault. Au moment des indépendances, c'était une urgence, une priorité. Il fallait former des cadres africains. Il fallait des diplômés pour prendre en main la gestion des administrations, des entreprises des pays nouvellement autonomes. Plus de 60 ans après, le pari semble réussi, puisque les docteurs en toutes les disciplines, il y en a foison sur le continent. Des universitaires au titre ronflant sans légion. Les coopérants blancs ont cédé la place dans les lycées et universités à des nationaux. La plupart de nos États sont désormais gérés par des grands diplômés. Ils ont presque tous remplacé les télégraphistes, les instituteurs, les bidas placés par le colonisateur au moment du départ. C'est clair, les cursus des chefs d'État et de leurs ministres en Afrique fait aujourd'hui pâlir même certaines nations occidentales, tellement ils sont diplômés. Mais curieusement, les choses ne vont pas pour autant mieux. Dans la majorité des pays, les populations semblent nostalgiques des pères des indépendances et ironisent même de plus en plus sur ces intellectuels, ces longs crayons, ces cadres qui ont souvent fait pire que leurs parents. Ces diplômés qui manquent d'engagement, qui sont plus dans le mimétisme que dans la recherche des solutions adaptées à leur environnement. Bref, le débat sur le rôle des intellectuels se passionne, notamment dans les milieux populaires où ils sont de plus en plus perçus comme les responsables de l'échec, du non-développement de l'Afrique. Quel est le rôle de l'intellectuel africain qui peut être considéré comme intellectuel? C'est quoi les critères pour le définir? N'a-t-on pas plus fabriqué des diplômés et non des intellectuels? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à notre élite, à nos diplômés. Avec sur ce plateau, installé à Bamako, plusieurs invités. D'abord, M. Mossadegh Bali, chef d'entreprise, fondateur et président du groupe Azalaï, groupe hôtelier africain présent dans de nombreux pays subsahariens. Bonjour, M. Mossadegh Bali. Bonjour, Alain. Merci d'être là. Notre second invité est Maître Fatoumata Sidibé Diarra, avocate au barreau de Paris et du Mali. Bonjour, Maître Fatoumata Sidibé Diarra. Bonjour, Alain Foucault. Merci. Notre troisième invité est M. Youba Sokona, scientifique malien, vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, Alain. Quatrième invité de ce plateau, M. Karim Sy, fondateur, président de Jocolabs Global, membre Conseil national du numérique. Il faisait partie du Conseil présidentiel pour l'Afrique du président Emmanuel Macron. Bonjour Karim Sy. Bonjour Alain. Alors, merci d'être là. Ce débat passionne, ce débat divise, et on se regarde souvent en chien de faïence lorsque l'on en parle. C'est quoi un intellectuel en Afrique? Comment on définit l'intellectuel en Afrique? C'est celui qui a passé beaucoup de diplômes, qui est docteur en je ne sais pas trop quoi, qui a beaucoup de doctorats, ou bien c'est qui? Là, j'ai envie de commencer par Mossadegh Bali. Merci Alain Foucault. C'est un sujet brûlant, surtout maintenant dans la plupart de nos pays qui sont, je dirais, en transition ou en crise, tels que le Mali. Pour moi, un intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui a un exercice intellectuel, qui a des compétences intellectuelles, qui est une autorité morale dans son domaine et qui se permet d'émettre des avis sur des sujets qui sortent de son domaine, sans pour autant avoir un exercice ou une pratique dans le domaine politique. Pour moi, c'est ça un intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans son laboratoire ou qui enseigne et qui reste là. C'est plutôt quelqu'un qui, fort de son esprit, fort de ses connaissances, fort de ses compétences, se permet d'émettre des avis, parfois de tirer la sonnette d'alarme sur des sujets qui concernent la cité. Qui concerne sa cité. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Maître Diarra? Oui, tout à fait. Pour moi, un intellectuel, c'est effectivement quelqu'un qui exerce un certain art de l'esprit, qui, fort de ses connaissances, a une certaine maturation de l'esprit critique qui lui permet justement d'analyser, d'observer et de proposer. Et j'ajouterais que l'intellectuel, justement, fort de ses capacités, doit s'engager, doit s'ériger en autorité, gardien de nos valeurs, gardien de certains principes, et doit faire corps avec la société pour justement mettre des mots, MOTS, sur les mots, MAUX, que nos populations vivent. Donc pour moi, un intellectuel doit faire corps avec la masse, entre guillemets, et être le porte-parole des problèmes de celle-ci, proposer des solutions, mais également s'engager pour l'application de celle-ci. Alors, est-ce que lorsqu'on écoute ces définitions qui se ressemblent, qui sont quasiment les mêmes, le fait qu'il ait une valeur morale, qu'il ait une fonction
de propositions. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde, nous avons des intellectuels? Y en a-t-il ou pas? C'est ce qu'on a. Il y en a, et puis il y en a toujours eu des intellectuels. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout nouveau. Dans toute société, dans tout pays, dans tout système, on a 3 grands groupes qui doivent interagir. Le politique, c'est ce que l'on appelle le monde de la connaissance, du savoir dont fait partie les intellectuels, et la pratique, c'est-à-dire la société. Il faut une interaction entre les deux, et l'intellectuel doit être entre les deux, c'est-à-dire émettre des idées, émettre des visions, pour informer les politiques à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au niveau national, et en même temps observer la société, la dynamique qu'il y a, la comprendre pour des propositions concrètes, pour un meilleur développement, pour un meilleur bien-être de cet ensemble-là. Mais on a le sentiment, lorsqu'on écoute les populations, que finalement on n'a plus d'intellectuels, que les intellectuels chez nous ne remplissent pas cette fonction que vous évoquez. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui on ait le sentiment qu'il y a une défection vis-à-vis de ceux qui sont considérés ou qui devraient être considérés comme des intellectuels, que l'on perçoit plus aujourd'hui que comme des diplômés? Moi, je pense qu'il faut voir peut-être un décalage aujourd'hui avec le terrain. Et je pense que Moussadegh nous a parlé de pratique. Je pense qu'on nous parle d'un savoir là, théorique qui a été acquis à l'école, à l'université, etc. Il y a aussi le savoir pratique du terrain. Moi, je me rappelle quand je suis revenu du Canada au Mali, on avait une pompe à eau manuelle qu'on avait amenée dans les villages. Les gens trouvaient ça fantastique. On avait une expérimentation terrain qui donnait très bien. Et quand on l'a présenté à la foire de Bamako, on a des experts de la Banque mondiale qui étaient venus rigoler de notre pompe. Donc on voit bien le décalage entre les gens qui sont les soi-disant experts internationaux en plus, versus ceux qui sont sur le terrain, qui ont la connaissance de leur problématique. Vous savez, l'étymologie du terme expert, c'est expertus. Quelqu'un qui a une expérience sur quelque chose. Donc je pense qu'aussi, il faut que la connaissance se confronte à la réalité de la pratique et du terrain. Et avec cette conjonction des deux, avec le temps, c'est l'expertise qui se développe, qui peut en plus prendre un décalage par rapport à la théorie. Pour devenir un vrai expert, c'est qu'en fait, on dépasse la théorie pour pouvoir l'appliquer à différents champs de compétences. On entend de plus en plus les gens dire ce que nous avons, c'est des diplômés, c'est des gens qui ont accumulé des connaissances livresques, qui ne sont pas adaptés et qui sont dans le mimétisme. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Est-ce qu'on ne peut pas, comme ça, accuser l'ensemble de ces diplômés-là de ne pas être utiles à cette société? Vous avez le sentiment que la formation donnée à ces populations, donnée à ces cadres africains n'est pas adaptée à leur environnement? Ou qu'ils ne l'ont pas adaptée? Non, en fait, on peut avoir des diplômes sans être un intellectuel. Et on peut avoir des diplômes sans jouer ce rôle d'autorité morale, ce rôle de tireur, une sonnette d'alarme. On peut être multidiplômé, faire de la politique et puis détourner les deniers de l'État. Donc je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire un amalgame entre des hommes et des femmes qui sont allés à l'école, qui ont plusieurs diplômes, mais qui décident justement de mettre cette connaissance à leur propre profit au lieu de le mettre au profit de la cité. Pour moi, un intellectuel, certes, c'est quelqu'un qui a des compétences dans un domaine précis, qui en fait son métier et son gagne-pain, mais qui à un moment donné se dit je ne peux pas rester dans mon coin parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école, d'avoir des diplômes, d'être encadré, d'avoir de l'expérience et je suis bien là où je suis et je laisse la cité dans laquelle je vis, dans laquelle je suis né et qui m'a tout apporté dépérir ou parfois même sur le bord de disparaître comme au Mali. Vous savez, en France, c'est un terme qui a vu le jour au XIXe siècle avec le J'accuse d'Émile Zola. C'est comme ça que ça a commencé, en disant, dans l'affaire Dreyfus. Donc, d'éminents intellectuels sont sortis de leur réserve pour dire ce qui se passe dans l'affaire Dreyfus, on n'est pas d'accord, dont Émile Zola. Aux États-Unis, les intellectuels américains sont sortis de leur réserve pour dénoncer la guerre du Vietnam. Je pense que c'est ce genre de mouvement qu'on a sans pour autant qu'il soit qualifié d'opportuniste. Malheureusement, c'est ça qu'on constate dans nos pays. Moi, personnellement, j'ai eu à prendre souvent des positions dans mon pays, et même de façon générale en Afrique, contre la mauvaise gouvernance, contre cette soi-disant démocratie qui nous a menés là où nous sommes, contre l'accaparement
de l'appareil d'État, des maigres ressources financières que nous avons par un club de prédateurs. Je suis sorti souvent de mon rôle de diplômé, de chef d'entreprise pour dénoncer cela. Et quand vous faites cela, on dit est-ce qu'il veut faire la politique, quoi? Absolument. Voilà. Dès que vous prenez une position, on vous voit déjà en politique. mais en réalité, comment expliquer le fait que l'ensemble de ces cadres, ou l'immense majorité de ces cadres finalement, qui devaient devenir les intellectuels, soit aussi loin de la réalité? Est-ce la qualité de la formation? Est-ce le logiciel? C'est quoi exactement? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose où ils sont aériens, ils reviennent avec des connaissances d'ailleurs qui ne correspondent pas. C'est ça ou quoi? C'est la formation, maître? Pas seulement la formation, c'est vrai qu'on observe de la part des diplômés, et nous avons tous eu ce sentiment, un certain recul par rapport à tout ce qui était la gestion de la cité, c'est-à-dire la politique de manière générale. Donc nous revenions avec nos diplômes, mais nous avons laissé ce champ-là à certaines autres personnes. À des voyous. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas à certaines personnes qui ne défendaient pas forcément toutes les valeurs que nous avions. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les diplômés doivent maintenant se considérer comme devant avoir une obligation d'évoluer vers le statut d'intellectuel. C'est-à-dire qu'en dehors des diplômes que nous avons qui font de nous des experts dans un certain domaine, qu'on aille vers des domaines plus larges, qu'on prenne position sur des faits de société, qu'on s'engage dans la gestion de la cité, qu'on s'engage dans la politique. Cela avait une connotation un peu... On hésitait même à dire qu'on voulait prendre position en tant que diplômé, mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Il faut prendre position, mais est-ce qu'on est adapté? Parce que quand on écoute les intellectuels africains, je crois que quand on voyage à travers le monde, on s'en rend compte, c'est ceux qui sortent le plus de théories qui ne sont pas des théories de chez nous en réalité. Est-ce que la formation n'est pas la cause même de cette inadaptation, Karim Sy? Mais vous le retrouvez, je veux dire, quand vous voyez un mouvement comme les Gilets jaunes, vous voyez bien tout le décalage qu'il y a aujourd'hui entre un pouvoir de décision qui réfléchit et qui est complètement hors sol. Et donc, tout le problème est à ce niveau-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se ramène à la pratique du terrain et comment on se confronte. Et je pense que c'est ce qu'on dit aussi là. C'est-à-dire, l'intellectuel n'est pas juste dans son bureau en train de réfléchir et de faire de la théorie. Il faut qu'il se confronte à la réalité. Et à partir de cette confrontation de la réalité, qui est ouverte, et donc qui n'est pas monopolisé non plus par un groupe, s'ouvrir. Aujourd'hui, en plus, on a quelque chose de fantastique, c'est qu'on a les outils, et c'est un peu mon sujet, numérique, qui nous permettent de réfléchir même à l'échelle mondiale. Et on n'a pas le choix, d'ailleurs. Si on voit le GIEC, on est face aujourd'hui à des enjeux qui se réfléchissent à l'échelle mondiale. L'évolution du climat. Voilà, les enjeux climatiques, les enjeux... Là, on voit bien, la crise sécuritaire, c'est pas que le Mali, c'est toute la région. Ça nous dépasse à certains niveaux, il y a des influences extérieures. Donc, on voit bien que tous les sujets qu'on touche sont des sujets aussi qui sont à penser... Mais là, ce que j'essayais d'évoquer, c'est que lorsque l'on écoute l'intellectuel africain, mais souvent il vous cite tellement de penseurs des siècles précédents pour étaler l'immensité de son savoir, mais on a le sentiment qu'il y a ce complexe qui est resté, M. Sokona, non? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a plusieurs types d'intellectuels. Ensuite, la tâche est immense. Le malheur en Afrique, c'est qu'on veut aller vite, on veut faire tout, parce que tout est urgent et tout de suite. C'est ça le problème. Parce qu'il faut d'abord voir les processus de décision en Afrique. Qui prend les décisions? Karim disait tantôt que dans les années 80, j'ai participé de cela. Fabriquer des pompes à mer pour résoudre le problème d'exode, le problème de l'eau dans les pays sahéliens. On n'a pas suffisamment réfléchi sur l'impact et les conséquences des programmes d'ajustement structurel. La base est là. C'est parce que les intellectuels africains également interviennent au niveau international. Parce que le narratif pour le développement de l'Afrique, les perspectives de développement de l'Afrique, ce n'est pas les Africains qui décident. Donc, et les intellectuels également, nous participons de cela, intervenir à ce niveau. Intervenir au niveau du bilatéral. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a un seul narratif et qu'eux, ils n'existent pas, ils sont plutôt le prolongement de ce narratif. Et vous savez, à la France, oui, Jocolab en France, le premier Jocolab, on l'a ouvert au Sénégal. On est allé en France 2 ans après, en 2012. Quand on a ouvert en 2010, on était parmi les premiers espaces d'innovation de ce type dans le monde. On ouvrait en même temps que le premier espace de ce type-là en France, à Paris.
2 ans après, les gens veulent nous expliquer comment faire, alors qu'on participe du même mouvement et on réfléchit dans les mêmes réseaux au niveau international. Et donc, quand on a ouvert en France, les gens veulent nous dire « Ah, mais c'est fait pour les diasporas ». Pas du tout. Pas du tout. On l'a fait pour le territoire de Nanterre et de la ville de Nanterre autour de la question de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Mais comme on vient d'Afrique, chaque fois, on nous cantonne dans un débat et nous-mêmes, on se cantonne dans ce débat. Je pense, ce qui a été intéressant d'ailleurs dans mon cas, c'est que j'ai pu me confronter avec la réflexion en France et se rendre compte qu'en fait, notre réflexion, c'est-à-dire l'Africain doit aussi commencer à se faire confiance, se dire que ses idées peuvent gagner le monde. L'Afrique est un continent monde, on l'a dit. On a un brassage incroyable et en fait, on a des vraies solutions à apporter et une vraie réflexion à apporter pour participer à la résolution des problématiques de société. Mais on a le sentiment que ce narratif-là n'existe pas. Est-ce que c'est parce que nous ne parlons pas suffisamment, parce que... Il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. On n'écoute pas les Africains. Il existe. Il existe, il est sur papier. Ben, malheureusement, le politique ne se saisit pas du narratif. Mais ces politiques dont on parle sont les diplômés. Mais plus que le politique, le système actuel fait que l'Africain ne se fait pas confiance et malheureusement, l'occidental, sans généraliser, a une tendance de supériorité dans sa pensée. Un regard condescendant. Moi, je pense à l'Infoca qu'il faut qu'on redevienne nous-mêmes. Ce que nous avons été, nous avons des sociétés séculaires, nous avons des traditions, des valeurs. Comme je disais, un diplômé n'est pas un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui s'adonne à un exercice intellectuel et qui réfléchit aux problèmes de la cité. Et on n'a pas besoin d'aller à l'école. J'ai coutume de rappeler l'exemple du Cheikh Zayed, qui n'est pas allé à l'école des Blancs et qui a créé les Émirats arabes unis. Il a juste réfléchi aux problèmes de la cité, aux problèmes auxquels est confrontée sa société. Il a réussi à bâtir ce magnifique pays qu'est les Émirats arabes unis. Et c'est un intellectuel. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne un peu à nos valeurs, qu'on se réancre à nouveau dans nos traditions, qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire sans copier les autres, sans faire du mimétisme. Et c'est ça que les Asiatiques ont réussi. Les Asiatiques, ils ont connu comme nous les mêmes misères, ils ont été colonisés comme nous, ils ont été martyrisés comme nous, mais ils se sont redressés en revenant à leurs valeurs, en disant c'est nous qui pouvons faire ça et nous allons le faire. C'est pour ça que moi je pense que en tant qu'intellectuels, en tant que citoyens, nous devons avoir une capacité d'indignation. Tant que nous n'aurons pas cette capacité d'indignation et que nous ne l'exprimerons pas, ben les autres vont venir nous imposer leur modèle qui ne fonctionne pas chez nous. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, tel que la démocratie... On va en parler dans la seconde partie. Mais je voudrais qu'on ait quand même fait un état des lieux. Beaucoup parlent de l'échec de l'intellectualisme africain. Est-ce que c'est exagéré quand on dit ça, Maître Fatoumata Diarra? Ce n'est pas exagéré. Je pense que c'est la perception même de l'intellectuel et l'attitude même de ceux qui se disent intellectuels qui peuvent expliquer cette sorte de défiance de la population envers cette catégorie, entre guillemets. En ce qui concerne la perception de l'intellectuel, il ne faut pas seulement le voir avec la vision moderne, entre guillemets, européenne ou occidentale. Nous avons eu des foyers intellectuels ici, Tombouctou, etc. Nous avons eu dans nos sociétés, dans nos civilisations, des notables, des scribes, des conseillers de souverains qui étaient des intellectuels, qui étaient porteurs de nos valeurs et de nos traditions. Il faut que dans l'imaginaire collectif, qu'on revienne, qu'on se réapproprie notre propre histoire et qu'on sache que nous avions des intellectuels africains. Mais comment expliquer la disparition de ces intellectuels-là ? S'il y en a eu, parce que vous prenez le cas de Tombouctou et personne ne peut en douter, comment expliquer qu'on soit passé de cela à des gens qui ne prennent plus position, qui, à moins qu'on ait décidé de définir autrement les intellectuels, c'est-à-dire sortir de ce cadre de réflexion-là pour entrer dans autre chose? Parce qu'il y a eu une cassure. Il y a une cassure à l'Infoca. Il y a une cassure. On peut dire que nos sociétés ont été violées par l'Occident. Nos sociétés ont été violées par l'Occident. Et à partir de cette 500-là, nous n'avons pas reconquis notre souveraineté, reconquis comme l'Asie a su le faire après ces colonisations-là. Donc, gagner confiance en nous, comme il le disait. Absolument. Il faut qu'on ait confiance en nous. Il faut qu'on soit capable de dire aux autres, vos modèles ne fonctionnent pas chez nous. Voilà ce que nos ancêtres faisaient. Nous allons revenir à cela. Ça nous coûtera ce que ça nous coûtera, mais c'est ça qu'on va faire. D'autant plus qu'on est dans un monde qui doit se réinventer. Et donc aujourd'hui, personne n'a le modèle.
personne ne peut se projeter à plus de 5 ans. Donc, dans cette réinvention, on a quelque chose à apporter. Dans la première partie, on essayait un peu de faire l'état des lieux. Vous dites, OK, il y a encore des intellectuels, ils sont inaudibles. J'ai envie que quelqu'un me donne des exemples, parce qu'en réalité, quand nous, on a fait nos études ici en Afrique, on lisait des auteurs africains à l'école, c'était quasi obligatoire, les Sembène Ousmane, les Camara Laye, les Bernard Dadier, etc. Aujourd'hui, dans les écoles, on ne lit plus ça. Et quand on écoute nos intellectuels, dans des discours, que ce soit politique, que ce soit même en privé, les penseurs qu'ils nous sortent à chaque fois, c'est des grands penseurs des siècles précédents, dans des contrées lointaines. Ils sont américains, ils sont français, ils sont anglais, jamais des penseurs africains. Du coup, ça nous donne l'impression que nous n'avons non seulement pas d'intellectuels, mais qu'en plus, on est complexé. Est-ce du complexe? Est-ce que ça existe, les intellectuels africains? Est-ce nous qui n'arrivons pas à les déterminer? Et qui sont-ils, Karim Sy? Je veux dire, quand je regarde le réseau Jocolab aujourd'hui, on en a 12 sur 9 pays. Les exemples, effectivement, qu'on entend souvent, on nous parle de Steve Jobs, etc. Et moi, je suis content quand je vois Moussadegh Bali. Et d'ailleurs, je dois le féliciter parce qu'il fait partie de ceux qui participent au jeu et qui viennent transmettre. Et donc, on voit qu'il y a ce besoin aussi de transmission. C'est-à-dire l'effort de l'un mais ça devient très individuel, non? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de structurer ça comme c'était le cas? D'abord, il y a une dynamique à prendre. C'est-à-dire aussi, on a parlé tout à l'heure de valeurs. Ces valeurs de transmission, on les avait en Afrique. L'aîné qui transmet à son jeune. Donc, ces dynamiques-là, aujourd'hui, sont à recréer. Parce que sinon, on ne le voit pas. Ensuite, médiatiquement, mais ils sont peu mis en avant. Et là, on a un vrai sujet. Je vous ai dit tout à l'heure, on voit bien. Vous allez sur la France, vous regardez qui parle de l'Afrique. C'est principalement des gens qui sont en France. Vous avez très peu qui viennent d'Afrique. Donc, en fait, on a un débat avec des lunettes qui sont complètement biaisées. Et ils se plaisent dedans. Ils ont leur prisme, mais en même temps, c'est mais malheureusement, c'est ces médias-là. C'est de bonne guerre. Je veux dire, ils ne vont pas dire ce qui ne les arrange pas. C'est le principe même de créer un média pour soi qui porte votre pensée. Mais qu'est-ce qui fait que de l'autre côté, il n'y ait pas un retour et que nous soyons plutôt quelquefois l'écho de leur pensée, M. Jokona? C'est ce que je disais tantôt. Il y a quand même le processus décisionnel qui décide des choix, qui décide des perspectives. C'est à partir de cela qu'on voit réellement le rôle de l'intellectuel et puis la place de l'intellectuel. Pour revenir sur certains aspects, c'est-à-dire le mimétisme est important, mais le mimétisme constructif. C'est-à-dire qu'on ne peut rien apprendre si on ne copie pas. Il faut commencer par copier. Mais il faut copier dans le vrai sens, dans le bon sens du terme. Ça, c'est un premier élément. Faire une synthèse et tout ceci. Deuxièmement, nous, même ici, on est en train de discuter comme si ceux qui excellent dans la chose de l'esprit, dans la réflexion, c'est uniquement en français ou en anglais, ou qui sont allés à l'école française ou à l'école anglaise. On peut aller dans l'école traditionnelle. On a des gens qui réfléchissent, qui ne sont jamais allés à l'école française, qui ne sont jamais allés à l'école anglaise, en Bambara, en Tamashek, en Wolof, et puis j'en passe. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à nous décomplexer. Et puis, également, faire en sorte que ce que l'on appelle réellement, dans notre processus décisionnel, qu'on arrive justement à couper ce lien qui a été établi. Je disais tantôt que les vrais impacts des programmes d'ajustement structurel, c'est maintenant qu'on commence à les sentir. Parce qu'on a fait comprendre aux États, on a fait comprendre aux pays qui n'ont pas besoin de réfléchir, que les experts de la banque réfléchissent pour eux, que les experts du bilatéral réfléchissent pour eux. Qu'il faut baisser les budgets de l'éducation nationale. Et absolument, on a démantelé le système éducationnel et on a dit qu'il faut arrêter les formations à tous les niveaux. Et c'est ce drame-là que l'on vit en ce moment. Et ensuite, on a remis en selle en pensant que démocratie entre guillemets. Justement parce que en 1990, après la Bolle, on est entré dans une grande religion, tous, qui est la religion de la démocratie. C'était ce qui devait tout améliorer, tout devait changer. 30 ans après, pas grand-chose n'a changé, mais on a le sentiment que jusque-là, personne dans l'environnement africain n'a envie de critiquer ce modèle-là, de proposer autre chose ou de le modifier, de l'améliorer. Est-ce qu'on n'a pas aussi une peur de toucher à ce qui a été proposé par les autres parce qu'on n'a pas confiance en nous, maître?
Je ne pense pas que ce soit une peur, mais je pense, en tout cas en ce qui concerne le Mali en particulier, que nous ne pouvons pas, au stade où nous sommes aujourd'hui, faire l'économie de cette réflexion. Après 30 ans de démocratie, nous ne pouvons que constater qu'il y a eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et je pense que nous en sommes tous comptables, nous avons tous observé la situation jusqu'à la déliquescence de notre pays. Je pense maintenant que nous sommes obligés maintenant de faire face aux défis, d'interroger notre propre histoire, de comprendre comment, toujours en ce qui concerne le Mali, des communautés ont pu harmonieusement cohabiter, des communautés qui aujourd'hui s'entre-déchirent, comprendre comment ce ciment national qui nous unissait après 30 ans de démocratie vole en éclats, comprendre comment on se sentait malien du nord au sud, aujourd'hui ce n'est plus le cas, donc interroger d'abord notre propre histoire. Et également, il faut qu'on constate une chose, c'est que cette démocratie, les populations, il n'y a pas eu d'appropriation de la part des populations. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Et tant que les populations ne vont pas s'approprier le mode de gouvernance, le mode de société basé sur nos valeurs, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut aujourd'hui qu'on fasse, on n'a pas le choix en ce qui concerne en tout cas le Mali. Nous devons en tant qu'intellectuels, de citoyens engagés, de diplômés, mais on n'entend pas ce son de cloche, hein, c'est-à-dire tout le monde dit démocratie, nombre de mandats, etc. Tout le monde a l'air d'avoir adhéré à cette religion. Je dis, on critique vraiment pas la démocratie sur notre continent, on critique même quelquefois plus les religions que la démocratie qui est arrivée en 90. Comment ça s'explique? Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas affronter cela, faire le bilan comme vous le faites, maître, aujourd'hui, Mossadegh Bally? Mais parce que aujourd'hui, ceux qui font la compétition électorale, moi je vais nuancer ce que Maître Diarra a dit. On a eu 30 ans d'élections pluralistes. On n'a pas eu 30 ans de démocratie. La démocratie, c'est un stade ultime d'organisation sociale. Et les pays dits démocratiques aujourd'hui ont mis des siècles et des siècles. Et ont encore du mal. Hein, et ont encore du mal. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis où un chef d'État a voulu faire carrément un coup d'État en allant prendre le Parlement. Donc, ils ont presque 3 siècles de démocratie. Et nous, on veut qu'on le fasse en 30 ans. C'est impossible. Donc, on a eu 30 ans d'élections pluralistes où on connaissait le vainqueur des élections avant même qu'on aille aux urnes. Et c'est ça qu'on a eu dans la plupart de nos pays. Et ça a été une compétition au pré-bonne, une compétition à nos mecs budgets nationaux. Et c'est là que moi, Alain, et je profite de ce plateau pour aussi j'accuse les intellectuels d'avoir permis cela en 30 ans, parce que ça n'a pas démarré hier, ça n'a pas démarré il y a 30 jours ou il y a 30 mois, ça fait 30 ans que, par exemple, mon pays, le Mali, dégringole, et ceux qui sont intellectuels, donc qui ont développé leur intellect, au lieu de le mettre au service de la cité, l'ont mis à leur propre service, et voilà ce que nous avons aujourd'hui, nous n'avons plus de cité. Donc, je pense que le rôle de ces intellectuels, diplômés ou pas, je suis d'accord avec Yuba quand il dit qu'on peut ne pas aller à l'école et être un intellectuel comme on a dans nos sociétés traditionnelles. Il faut que maintenant, nous nous réveillons pour dire, ça suffit, ce modèle-là est un objectif ultime. La démocratie, c'est un objectif ultime. Comment on y arrive? On y arrive en ayant nos propres valeurs et en l'adaptant. En l'adaptant, exactement. Ça ne peut pas être du prêt-à-porter. Ça ne peut pas être du prêt-à-porter. Il faut que nous-mêmes, comme un tailleur, nous cousons notre démocratie en l'adaptant à nos réalités. Et ça, ce plaidoyer, Alain, pour terminer là-dessus, ce plaidoyer, c'est les intellectuels engagés, les citoyens engagés qui peuvent le mener. Parce que ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont au pouvoir, ils ne veulent pas quitter le confort de ce pouvoir, ils ne veulent pas déplaire à la Banque mondiale, au FMI, à la France, aux États-Unis. Ils n'auront jamais ce discours, ils nous diront toujours sans démocratie. Il faut qu'on aille vers la démocratie. Il faut qu'on aille vers la démocratie parce que c'est une licence, c'est un permis de piller un pays. Moi, je vois la démocratie africaine aujourd'hui comme un permis que vous passez pour conduire. Eux, ils passent les élections. Je suis démocratiquement élu, donc je peux piller mon pays, personne ne peut rien me dire. Les intellectuels, les Africains doivent donc interroger la démocratie, le modèle démocratique. C'est bien de faire attention parce qu'aussi on a l'économique. Aujourd'hui, depuis les années 70, on nous a avertis sur les transnationales, qui sont devenues les multinationales. Ce sont des entreprises qui parfois ont des capacités supérieures à des États. Et donc quand on a une dynamique comme ça qui vient avec une logique de profit, et de profit pour ses actionnaires. Forcément,
à des États qui sont faibles, qui ont peu de moyens. Si on ne fait pas attention, ça finit effectivement dans un permis pour aller dans la rapacité. Et donc, face à ça, des intellectuels qui vont s'opposer à ça, on voit les moyens qui peuvent être déployés. On a bien vu, même, par exemple, on sait aujourd'hui tous les cabinets de relations publiques qui peuvent être déployés pour détruire la réputation de quelqu'un, pour éteindre la voix de quelqu'un et autres. Et donc, on voit bien qu'il faut oser. Et oser, c'est quand même quelque chose. C'est pas juste un. Mais est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi que si l'on pense comme ça, chacun reste dans son coin? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un défaut qui fait qu'on ne se mette pas en réseau? Quand on regarde dans les grandes démocraties occidentales aujourd'hui, pour utiliser un terme générique, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ces gens-là avaient des clubs, ils se retrouvaient dans des sociétés de pensée. Est-ce que celui qui se veut intellectuel en Afrique aujourd'hui n'est pas trop seul? Le problème, c'est qu'on utilise un mot sans connaître son contenu réel. Parce que la démocratie, c'est comme le développement durable. C'est un processus continu, sans fin. Parce qu'on a l'impression qu'il faut tout simplement faire A, B, C, D, et puis on a la démocratie. Ce n'est pas du tout ça. C'est un processus continu. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a quand même une prise de conscience. C'est-à-dire, sur ce plateau, trois d'entre nous, on s'est rendu compte que la situation du Mali était intenable sous l'Ancien Régime. On s'est mis ensemble, et puis on a fait un premier appel qui dit que les choses ne vont pas. On a donné quelques pistes d'action. Mais le gros problème, c'est que, contrairement à ce qui se passe sur d'autres cieux, notamment en Occident, c'est-à-dire qu'il y a une certaine écoute de la classe politique, de la population, des intellectuels, mais dans le contexte africain, il n'y en a pas. Ils sont à l'écoute de la Banque mondiale, ils sont à l'écoute des multinationales, ils sont à l'écoute du bilatéral. Malheureusement, nous, nos intellectuels africains, on est beaucoup plus à l'écoute. C'est ceux qui sont à l'écoute des intellectuels africains, c'est beaucoup plus ceux de l'extérieur. Moi, je passe une bonne partie de mon temps à cogiter pour le bilatéral, le multilatéral international que le national ou que le contexte africain. C'est ça le paradoxe. Je voudrais abonder dans le sens de Yuba Sokona. Moi, j'ai décidé de faire mon introspection. J'ai décidé de faire mon aggiornamento et c'est pour ça qu'il y a déjà quelques années, je suis sorti un peu de cette réserve que les intellectuels africains s'imposent et on voit les conséquences que cela a sur nos pays. Donc, comme Karim l'a dit, je suis dans une phase où je veux redonner à ma société ce que moi j'ai reçu. Moi, j'ai reçu une éducation publique gratuite, une instruction publique gratuite, une excellente éducation familiale, sociétale et tout ça. Et j'ai envie de redonner ça à mon pays au travers de la jeunesse. Donc, je rencontre beaucoup les jeunes, je donne des conférences et tout ça. Mais pendant très longtemps, Alain, comme l'a dit Yuba Sokona, j'étais plus écouté à l'extérieur que dans mon propre pays. J'ai été invité à donner des conférences à Harvard. C'est toujours le cas, J'ai donné une conférence à MIT. J'ai donné une conférence à Darden. J'ai donné une conférence à Sciences Po Nice. Et jamais l'Université du Mali ne m'a invité à venir parler de l'entrepreneuriat aux jeunes étudiants. Voilà un peu ce dans quoi nous sommes. Tant que on ne dira pas, nous avons un Mossadegh Bali, il faut qu'il vienne dire aux jeunes c'est quoi l'entrepreneuriat. Nous avons un Maître Diarra, il faut qu'il vienne dire c'est quoi le métier d'avocat. Au lieu d'aller chercher des gens... Ou des Karimsi qui viennent nous parler du numérique. C'est quoi le numérique, ainsi de suite. Tant que nous n'allons pas mettre en valeur ces intellectuels, ces compétences pour partager entre nous, ben c'est toujours un Harvard Business School qui va inviter Mossadegh Bali pour venir parler de l'entrepreneuriat en Afrique. Donc c'est ça qu'il faut qu'on casse. En réalité... Mais comment on va casser puisqu'on est orienté solution? Il va bien falloir que celui qui part d'ici, que le jeune qui nous regarde se dise je vais peut-être accéder à eux, je vais peut-être apprendre d'eux. Comment ça commence? Par quoi on commence? Moi, je vais commencer par faire des espaces où justement les gens peuvent venir et partager des choses. Et ces espaces-là, c'est nous qui les finançons. Nous, on n'a pas de financement public, quasiment. C'est-à-dire, vous avez un espace où les jeunes... Chaque Jocolab qu'on a, c'est un entrepreneur qui s'engage à tenir l'espace. C'est-à-dire, si l'espace est déficitaire, et croyez-moi, investir dans l'entrepreneuriat, surtout primo-entrepreneur en amorçage,
c'est forcément déficitaire. Donc, et ça, en fait, comme l'État ne peut pas le faire, et je pense qu'on est à une étape où justement il faut que tout le monde joigne ses forces pour avancer. Je pense que là, face aux crises auxquelles on est confronté, je pense que ça devient il faut du réseau quand même. Il faut du réseau, il faut différentes implications à différents niveaux, que ce soit sur le terrain, effectivement que des personnalités aussi montrent l'exemple. Moussadegh le fait, moi j'ai vu des gens comme Mustapha Terrable le faire, mais même chose, Mustapha Terrable, je l'ai découvert au MIT à Boston. Et donc, on ne le connaissait pas en Afrique. On ne le connaissait pas, président de l'OCP, avec un vaste programme de réforme et d'accompagnement même de l'Afrique, pour amener l'Afrique à mieux valoriser son patrimoine. L'Afrique a 70% des terres arabes non cultivées, donc ça fait partie de la solution pour nourrir la planète. Et donc ça, il faut qu'on ait nos gens qui pensent à ça et qu'on voit et qu'on les mette en avant. Dans tous les domaines, il faut construire des institutions sous forme de réseau parce qu'on n'a pas la possibilité, surtout avec l'expérience de Covid, on a quand même créé un certain nombre de réseaux. Malheureusement, il y a très peu d'universitaires francophones là-dedans. C'est essentiellement des universitaires des pays anglophones sur les questions d'énergie. Oui, ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Hein. C'est-à-dire, dès qu'on parle de ça, on voit les initiatives. C'est curieusement, essentiellement dans les pays d'expression anglaise. Nous avons hérité d'une certaine tradition de la France. C'est-à-dire, entre tout État. C'est-à-dire, quand tu n'es pas dans l'État, tu n'existes pas, tu n'as pas voix au chapitre. Alors que dans le système anglo-saxon, c'est totalement différent. Vous savez ça, on parle de communauté de pratique, on parle de communauté d'intérêt ou d'apprentissage. Et ça, étonnamment, moi j'ai fait le Canada par exemple. Vous savez, quand j'étais au Canada, en génie informatique, Jacques Chirac ne savait pas c'était quoi une souris. Donc on voit bien le clivage qu'il y a, et donc aussi il faut reconnaître que le savoir a évolué, et donc il n'est plus géré de la même manière, et il est partagé dans le monde. On voit bien aujourd'hui la redistribution. Quand vous parlez de souris, vous parlez de souris d'ordinateur. Souris d'ordinateur, bien sûr. Parce qu'il y en a quelques-uns qui... Pour un exemple, donner un exemple. Ce qu'on a. En 2010, j'ai été appelé à créer le Centre africain en matière de politique climatique, basé à la Communauté économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. Mais quand j'ai pris fonction, la première des choses que j'ai fait, c'est comment faire pour attirer les jeunes compétents africains sur la question. J'ai créé un programme en essayant d'attirer 15 jeunes PhD africains, c'est-à-dire où qu'ils soient. C'est la première année, quand on a fait le lancement, sur 15 postes, on a eu 100 applications. Des gens sont venus des États-Unis, sont venus d'Angleterre, sont venus d'un peu partout dans le monde. Ils étaient avec moi dans mon équipe à 10. Ce qu'on avait comme vision, c'était dans 5 ans, avoir une masse critique d'Africains compétents sur tous les aspects du changement climatique. Bon, malheureusement, au bout d'une année, le système s'est grippé, ils ont totalement cassé, et ceux qui étaient venus de l'extérieur sont repartis encore aux États-Unis. Malheureusement. Je pense qu'il faut persévérer. On est orienté solution. Là, je me tourne vers vous, Maître Diarra. Quelle solution pour que cette intelligentsia, ces intellectuels, puissent transmettre, puisqu'il s'agit maintenant de la question de transmission, et puissent se décomplexer? Il faut justement qu'on dépasse ce sentiment de complexe, de ce qui vient de l'extérieur est meilleur, qu'on crée des modèles de chez nous et qu'on sache qu'on a des experts en leur domaine chez nous. Chacun a parlé ici un peu de son domaine et des difficultés qu'on avait, puisqu'on pensait que des experts étrangers étaient plus compétents que nous. Moi, je le vois dans le domaine minier. Le Mali est un pays à forte capacité dans ce domaine-là, mais l'État se fait accompagner par des experts étrangers. Et nous avons des capacités au niveau local. L'État ne fait pas confiance aux locaux. Ou ne sait même pas que ces locaux existent et ne cherche même pas à savoir qu'il y a des compétences du même niveau que les conseils étrangers qu'ils font venir. Donc déjà, dépasser ce complexe-là. Ça, c'est la première chose. Comme je le disais, nous réancrer dans ce qui a fait de nous ce que nous étions avant qu'il y ait eu cette cassure, en tirer les leçons, se demander pourquoi il y a cette défiance entre le peuple, les autorités, etc., pousser la réflexion. Et en termes de réseaux, développer des réseaux tels que le cercle de réflexion, le grain, multiplier les appels, mais pas seulement. Au-delà de ça, s'engager réellement dans la gestion de la cité, c'est-à-dire dans la politique et descendre dans l'arène politique. Faire un peu de politique. Descendre dans l'arène politique. Ne pas avoir peur de ça. Très bien. Descendre dans l'arène politique. Que ça ne soit plus un gros mot. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Je pense que la question sur l'intelligentsia africaine doit
être débattu, on doit en parler le plus souvent pour définir véritablement quelles sont les orientations à donner à notre cité. Et je termine par là, mais vraiment en un mot. Est-ce qu'on ne devrait pas sortir de ce système qui fait que l'intellectuel africain, c'est celui qui a beaucoup de diplômes, a lu, et on oublie souvent celui qui, par exemple, pense au mobile money, qui est pratique. Est-ce que le créateur du mobile money n'est pas l'intellectuel par excellence, Karim Sy? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de rattacher une connaissance et une pratique avec une problématique du terrain. Surtout que là, on est vraiment dans cette phase-là. Il faut aller vite. Le changement climatique, il n'attend pas. Donc il nous faut arrêter d'être avec des grosses théories. Il faut avoir des gens qui peuvent mettre en pratique et qui fassent en interaction. Des réalités de chez nous et des besoins. Et vous savez, pour les systèmes complexes, pour aller vite, aujourd'hui, on est confronté à des problèmes où il n'y a pas de réponse. Pour trouver ces réponses-là, il faut aller dans des nouvelles conceptions pensées différemment. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. J'aurais voulu que l'on reste un peu plus longtemps, mais le temps n'est pas extensible. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre ici. On reviendra sur la question, c'est certain. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Sébastien Faye et Alain Foka, Delphine Michaud également. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.